Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est le temps d'une bière. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour un épisode fantasmagorique qui va explorer la mythologie et l'alcool chez les Scandinaves. C'est vrai, on va parler des Vikings et de leur mythologie et de comment eux, dans leur mythologie, regardaient la bière, l'hydromel et le vin. Petit avertissement. Ou plutôt, petite célébration. Ce balado vous est présenté par Hop Bombe Apparel. Comme le nom le dit, c'est un peu une bombe d'apparel à travers des vêtements, des accessoires, du linge, bref, à la thématique de l'alcool que vous aimez. C'est fait par un professionnel, un sommelier qui est dans le monde de la bière artisanale depuis 20 ans et qui s'est dit un jour, moi, je vais accompagner les gens qui aiment la bonne bière avec de bons vêtements de qualité, faits dans le coin, à la main, qui accompagnent les gens qui aiment prendre du bon temps liquide, si on veut. Tout ça pour le temps d'une bière. On les remercie, on y reviendra plus tard. Aujourd'hui, on saute au vif du sujet. J'ai l'honneur, j'ai le privilège de recevoir Gabriel Côté, qui est diplômé en études médiévales et qui est aussi un professionnel du monde des archives, qui est ici pour nous parler d'une des plus grandes sagas dont on n'a jamais entendu. Mais il fait ça avec un nouveau point de vue, parce qu'évidemment, on va s'intéresser au rôle que l'alcool a eu dans cette saga. Oh oui, absolument, mon cher Pierre. Premièrement, je te remercie énormément de m'accueillir. Ça me fait extrêmement plaisir de faire tous votre connaissance. Et oui, on se pose les vraies questions ici. Vous vous demandez où investir, où va le monde. Rassurez-vous, moi et Pierre, aujourd'hui, on vous apprend comment boire comme un dieu viking. La vraie question. Enfin, ça, c'est la question que tout le monde se posait. Absolument. Je veux dire, comment peut-on parler de bière sans parler des vikings? Hein? Alors, ça va me faire un immense plaisir d'en parler, pardonnez-moi. Et sachez-le, on commence maintenant. Et accrochez-vous, pastoureux et pastoureux, si je peux me le permettre, parce que ça va brasser. En fait, pas pire d'un jeu de mots, hein, je m'en viens. C'est bon, c'est un bon départ, c'est un bon départ. Cheers! Oui, on est dû pour déjà, là, voilà, prendre un petit toast. Donc, si je comprends bien, les Vikings boivent beaucoup. Oui, les Vikings boivent énormément et les Vikings ne boivent pas seulement par pur plaisir, mais les Vikings boivent également parce qu'ils considèrent la bière comme étant quelque chose de sacré. Et ça nous vient d'une histoire qui nous est parvenue en fait à travers plusieurs sagas. Les sagas, c'est une multitude, une mosaïque d'histoires, mais deux particulièrement, le Havamol, qui sont les dits du Très-Haut, les paroles d'Odin, ainsi que le Skadalparmal, qui est aussi une saga en fait qui parle de justement comment Odin obtient ce liquide divin. Mais avant toute chose, chez les Vikings, il y a deux clans de dieux. Il y a les Vainir et les Aesir. Aesir, très simple, Odin, Thor, vous les connaissez. C'est-tu les bons? C'est-tu censé être les bonnes personnes? Ils vont s'allier parce qu'en fait, vous allez savoir que dans les Vainir, il y a aussi des grandes sommités dans le monde scandinave. On a Freya ou on a Freyr, qui sont deux dieux extrêmement importants. Et là, après des années de guerre, on ne trouve pas de solution. Alors on se dit, bon, Odin dit, il faudrait peut-être faire la paix parce que ça arrive nulle part. Hein? Donc, ils vont faire la bière. En fait, c'est comme leur calumet de paix. Exactement, c'est exactement ça. C'est le calumet de la paix des Scandinaves. En fait, c'est un peu étrange, mais ils vont tout cracher dans un immense bol. Et de ce bol va naître un dieu qui s'appelle Kvasir. Et Kvasir, c'est un dieu extrêmement sage qui vient du vieux russe, pardonnez-moi, Kvazu, qui veut dire boisson fermentée. Qui est un mot qui est utilisé encore aujourd'hui pour référer à une boisson à très faible quantité d'alcool, le kvass. Ça existe encore, ça je savais existe même encore. pas. Wow. En Russie, c'est encore plus ou moins populaire. Là. Ça existe encore. Bon, ben écoutez, bière russe, bière scandinave. Hein? Tout est connecté, même. Tout est dans tout. Tout est dans tout, c'est en plein ça. Et d'ailleurs, ça veut aussi dire mou de fruits, en fait, en norvégien. Ça a à peu près la même signification en danois. Et ce dieu, en fait, est tellement sage que... On parle de Kvasir, le dieu qui naît du crachat, du calumet de paix, des dieux qui se faisaient la guerre, qui se sont dit on arrête ça. T'as tout compris. Voilà. Et voilà. Donc, de ce récipient, Nick Kvasir, et il se promène à travers les 9 mondes du Yggdrasil, profanant en fait sa sagesse, hein, puis tout le monde l'écoute. Et un bonjour, Kvasir, il a le malheur de tomber sur deux nains, en fait, Fjallar et Gallar. Et ces deux nains vont le tuer et vont mélanger son sang à de l'hydromel, en fait, à du miel pour donner de l'hydromel qu'ils vont mettre dans 3 récipients et ils vont créer la bière de poésie, la Ordrerir. Oder, en vieux norrois, veut dire passion, folie. Un amour qui vous rend complètement fou. Et Rerir fait un peu référence à qui amène à, qui dirige vers. Donc, qu'est-ce qui est, en fait, la boisson qui amène la folie, la passion. Excuse-moi, mais j'ai l'impression que tu me parles de l'équivalent liquide viking
d'une arme de destruction massive. En fait, t'es pas loin de ça parce que Odin va justement tourner toutes les pierres pour la trouver et va causer énormément de tort pour obtenir ce qu'il aime le plus. Hein. Odin, on a souvent l'impression que c'est un dieu très guerrier. Il l'est, sachez-le, mais c'est un dieu de la ruse. Il est fourbe et il est amoureux de la sagesse à un point où ça le rend fou. D'ailleurs, Odin a ce odeur qui ramène à la folie. Et justement, Kvasir est assassiné et les nains invitent des géants, en fait, 2 géants, et ils font la même chose, ils l'assassinent, très, très meurtrier, ces 2 nains, mais il y a un problème, c'est que le grand frère d'un de ces géants-là, qu'on connaît pas le nom, qui s'appelait Sutung, donc un des géants, arrive, il dit « Vous avez tué mes frères et je veux compensation, sinon je vous tue. » Et là, les nains lui disent « Bon, voilà, tu peux partir avec l'hydromel, mais laisse-nous vivre. » Et Odin attend cette histoire. Donc Odin, il va faire un long voyage à Jotunheimar. Il va aller dans le monde des géants, déguisé. Il ne veut pas se faire reconnaître parce qu'Odin a une très mauvaise réputation auprès des géants. Il se déguise et il va chercher cet incroyable liquide. Comment il va faire, par contre? Comme j'ai mentionné, Odin est un dieu extrêmement rusé. Donc Odin va voir le géant Sutung, mais il ne va pas le voir directement. Dans les champs que Sutung possède, parce que dans le monde de Jotunheim, il y a des champs, il y a des esclaves, on appelle ça des trolls. Et il va voir les trolls et il leur dit « vous travaillez ardemment pour ce géant Sutung, hein, toujours Odin qui est déguisé, hein, je le rappelle. » Il dit « Laissez-moi vous aider, j'ai une pierre à aiguiser. » Et ils commencent à aiguiser leurs faucilles. À chacun, aux 9 esclaves qui étaient présents. Il y avait 9 esclaves et à chacun, ils les aiguisent tendrement, toutes leurs lames. Et là, tout d'un coup, les trolls commencent à récolter. Et soudainement, leur fossé, il tranche à un point incroyable. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup moins épuisant. Alors les 9 trolls, ils se disent, mais voyons, on a besoin de cette pierre, donne-nous-la. Et Odin fait tout simplement, d'accord, il la lance dans les airs, le plus haut qu'il est capable, et il dit, le dernier debout là. Alors, fou de l'idée de plus avoir à travailler autant, les 9 esclaves commencent à s'ouvrir la gorge avec leur fossé fraîchement aiguisé. Et dans le temps de le dire, tous les esclaves sont morts. Et là, Odin se met en action. Mon Dieu, mais il y a donc bien beaucoup de boucherie là-dedans. Oh oui, ben ça, la mythologie scandinave, hein, ça se fait avec beaucoup d'amour et de marteau. C'est un monde violent. C'est un monde extrêmement violent. C'est un monde aussi, il faut comprendre, un monde qui est marqué par la violence. Et les sagas en font autant. Et d'ailleurs, justement, Odin, après ce crime, parce que d'ailleurs, Odin n'est pas vu comme un dieu honorable. Hein, c'est important de le mentionner. Chez les Vikings, Odin, c'est beau être le chef du Panthéon, mais il est banni de Asgard à un moment donné parce que justement, il fait preuve d'un manque d'honneur. C'est un dieu fourbe, pas un dieu d'honneur. Et Odin va justement voir le géant Sutung et il lui dit « Ah, c'est fort fâcheux, hein, t'as perdu tes esclaves, hein, c'est quand même très triste. Moi, j'ai une proposition à te faire. Je peux faire le travail de 9 esclaves. En échange, une gorgée d'hydromel. » Le géant accepte, se dit « Bon, très bien, tu peux le faire. » Et, dans le fond, il commence à travailler. Odin travaille, là. Il fait rien. Il travaille ardemment pour sa boisson d'hydromel. Et finalement, bon, Sutung est parti. C'est son frère qui le remplace à surveillance. Et son frère, bon, il va le voir. En fait, Odin va voir son frère et lui dit, bon, maintenant que j'ai travaillé, hein, comme 9 esclaves, ma gorgée. On a besoin de sa gorgée de bière, Odin. Il faut tout boire l'hydromel. Oui. Ben, en fait, une gorgée, techniquement, suffit à éveiller la poésie. Mais Odin, va-t-il s'arrêter après une seule gorgée? Parce qu'il n'est pas connu pour sa capacité de freiner. Oh non, Odin, mon Dieu, non. Odin est un amoureux de la connaissance. Hein. Il va tout détruire autour de lui dans la mythologie nordique, Odin, pour obtenir cette connaissance. Et c'est pour ça qu'il veut boire l'hydromel. Parce que l'hydromel est la poésie, est la connaissance. Parce que tout ça, c'est comme la potion magique universelle qui te donne tout. Exactement. Dans la mythologie. Oui, absolument, absolument. Même les poèmes skaldiques sont la façon de préserver l'histoire. Pour se souvenir du passé et connaître l'avenir, doivent être préservés dans des poèmes. Donc, d'ailleurs, la poésie, c'est très bien vu chez les Scandinaves. Là. C'est un trait extrêmement prestigieux. Donc, Odin en veut. Et Odin, justement, demande au frère de Sutung qu'il surveille d'honorer son pari. Mais Sutung revient sur ses paroles. En fait, le géant initial, il dit non, finalement, je te donne pas ma bière. Là, Odin est embêté. Alors, il va voir le frère du géant. Il dit, là, ton frère, il honore pas sa parole. Là. Fait que là, le géant, ouais, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais il dit, il l'a donné à sa fille Gunlot. Gunlot, c'est la fille de Sutung, une autre géante qui garde l'hydromel, en fait, les 3 récipients d'hydromel. Et là, Odin se dit, bon, ben, j'ai une stratégie. Et toi, mon cher Pierre, j'ai une question. Si jamais on te cache 3 hydromels magiques, quelle serait ta stratégie? Je ferais une compagnie de façade. Je pense que j'ai pas de meilleure idée au monde. Là. Eh bien, j'enverrais un intermédiaire, puis je passerai à travers une compagnie de façade qui achèterait pour un autre acheteur anonyme.
Regardez comment il est diplomate. On aime ça. Mais rassure-toi, Odin a une autre stratégie beaucoup moins coûteuse, c'est de se transformer en serpent. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Et voilà, ben, on le fait tous. Hein, on a fait toutes les Des fois, on sait pas qu'on peut se transformer comme ça là, en serpent. Exactement. Et voilà. Justement, Odin, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va driller un trou dans la montagne avec une petite drille, là, comme ça. Là. Et une fois qu'il va l'avoir fait, il va se transformer en serpent puis il va s'insérer dans le trou pour aller voler l'hydromel. Et là, bon, il arrive de l'autre bord, mais il y a Gunlot, une problématique. Là, il y a une géante là, à côté de lui. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, finalement, ce qui va changer d'idée, en fait, il va se détransformer de serpent, il va se transformer en charmant jeune homme. Odin est ce qu'on appelle en anglais un shapeshifter. Il change énormément de forme. Un changeur de forme. Un changeur de forme, un polymorphe, un métamorphe. Odin est capable de prendre n'importe quelle apparence et il prend l'apparence d'un charmant jeune homme. Il est comme Zeus? Oui, il y a beaucoup de similarités, à part que peut-être Zeus est plus tout puissant qu'Odin l'est en réalité. Odin n'est malheureusement pas tout puissant pour lui, même s'il souhaiterait. Mais écoute, il peut quand même se transformer en serpent puis en jeune homme charmant. Exactement, je pense que c'est une excellente moyenne. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Et d'ailleurs, là, il se détransforme. Et là, il se prend la forme d'un charmant jeune homme pour séduire la géante et il dit, écoutez, moi, je peux passer quelques nuits avec vous en échange d'une gorgée. Fait qu'elle dit, entre autres, pour faire ce cours, une nuit, une gorgée. Donc, Odin va rester 3 nuits parce qu'il y a 3 cuves. Et là, dans le fond, vont passer 3 nuits torrides. Et là, il va dire, bon, j'ai besoin de 3 gorgées. Et là, Gunlot va lui amener l'hydromel. Et lui, ce qu'il fait, c'est, ah ouais, bottom up. Littéralement, dans l'entièreté, il cale toute l'hydromel en 3 gorgées, les 3 cuves. Cul sec. Cul sec. Il reste plus une goutte. Et là, mettons que tu viens de caler 3 cuves d'hydromel. C'est quoi tu fais maintenant? Ben, moi, je suis pas un dieu viking ou nordique, fait que probablement que si j'avais ingurgité le contenu de 3 énormes cuves d'hydromel qui est faite pour des dieux, je pense que je procéderais à faire un rot aux proportions épiques. Je pense que c'est la meilleure décision possible que tu aurais pu faire dans la situation actuelle. Mais Odin a une autre stratégie qui va peut-être t'aider, c'est de se transformer en aigle. Ah, encore la transformation, j'ai pas pensé. Non, c'est ça, exactement. Odin a plus qu'un tour dans son sac et Odin se transforme en aigle et vole à pleine vitesse. Mais le géant Suttung voit l'aigle partir avec la panse bien remplie, fait les liens assez vite et il fait ce que tous les géants font, il se transforme en aigle aussi. Ah bon? Oui, la magie est quelque chose d'assez répandu dans le monde nordique et le Suttung le poursuit pendant son vol et là, Odin va se tourner et va apercevoir qu'il est poursuivi à grande vitesse par Suttung et il va sursauter tellement qu'il est terrifié parce qu'il fait le saut, hein, c'est assez impressionnant, un géant qui se transforme en aigle. Oh, oui. Et il va échapper de la bière. Et la bière qui va tomber à Midgardur, la terre du milieu, la terre où on habite maintenant présentement. Attends, ça s'appelle la terre du milieu? Oui, Midgardur, la terre du milieu. D'accord. On voit les références. Hein? Wow. Oui, c'est assez impressionnant. On y reviendra plus tard. Oui, on va y revenir plus tard, c'est super intéressant, mais la bière qui va s'échapper, mon cher Pierre, ça va être la bière des mauvais poètes. Ceux qu'Odin n'aura pas choisi, ceux qui sont mauvais avec le verbe. Ces gens-là, on va voir la bière qu'Odin a échappé durant sa poursuite. Et notre histoire s'achève. Odin finit par arriver de justesse à Asgardur. Et là, il doit se débarrasser vite du géant, donc il se transforme en Odin. On se rappelle, il était complètement déguisé. S'en va dans une cuve et régurgite l'entièreté de l'hydromel. L'entièreté. Et là, le géant arrive aux portes d'Asgardur, il cogne parce qu'il n'a pas le droit d'entrer, c'est un géant, ils sont en guerre. Et Odin répond, fait comme oui, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur le géant? Le géant dit, il y a un petit maudit qui est parti avec toute mon hydromel, avez-vous passé un aigle? Et là, Odin dit, non, je ne connais pas du tout, je connais un autre, mais je n'ai pas vu passer d'aigle. Et pour faire histoire courte, Odin a obtenu de cette façon cette bière sacrée de la poésie et il la garde jalousement. Et à certains d'entre nous, hein, de ceux qui nous écoutent, qui sont versés dans la poésie, Odin a accepté de partager ce précieux liquide avec nous. Et c'est ainsi qu'Odin emmena la bière de la poésie pour le Asgard, pour les dieux et pour nous. Donc Odin est responsable de l'existence d'une forme d'hydromel qui serait réputée, disons, assez fort pour inspirer fortement la poésie chez les gens. Est-ce que c'est l'hydromel en général que buvaient les Vikings ou est-ce que c'est une espèce de boisson à part qui était comme réservée pour l'élite puis les gens super riches?
En fait, c'est une excellente question que tu poses. C'est sûr que la bière, en général, l'hydromel n'était pas toute considérée magique, mais sachez-le, l'état d'effervescence quand on boit de la bière était considéré comme sacré. Cependant, la façon pour savoir si un scald était un bon ou un mauvais, c'était de l'écouter parler. Donc, s'il parlait, on se disait avec une grande éloquence, on disait « Ah oui, lui a été choisi par Odin. Odin lui a partagé son hydromel sacré. Il possède ce don de bien s'exprimer, de faire des bons poèmes. » Et si c'était un mauvais, comme voilà, lui, c'est quand il est en aigle puis qu'il en a échappé. Donc, ça se résumait beaucoup à ça. Et être scald, c'était extrêmement prestigieux. Tous les jarls voulaient, les jarls étant les chefs dans le monde viking, voulaient un scald. C'était extrêmement important. C'est un prestige. On l'amenait sur le champ de bataille. Être scald, c'était très risqué comme métier à l'époque. Attends, on amenait ça sur un champ de bataille. Puis qu'est-ce qu'il faisait, lui, sur le champ de bataille? Il relatait les faits. C'est comme ça que l'histoire est préservée. Ah, il était témoin. Il venait comme témoin. Témoin ou comme combattant. Ou comme dommage collatéral. Oui, souvent, c'est ce qui arrivait. En fait, les scalds arrivaient malheureusement à mourir, mais c'était l'objectif. En fait, il y avait une idée ici derrière que, en fait, même qu'on ramenait les vaincus à la table du banquet. On a fini la guerre, quand ça s'était pas fini, que le chef avait été décapité. Et le scald allait réciter son poème et les deux parties allaient y assister. Vérifier, est-ce qu'ils n'ont dit pas n'importe quoi. Il y avait un désir de préserver l'histoire parce que les dieux préservent l'histoire à travers les poèmes. Est-ce que tu es en train de me dire que les vaincus avaient un droit de veto sur l'interprétation historique? Historiquement, selon les sources, c'est censé. Qu'est-ce qui s'est passé dans les faits? Moi, j'ai mes doutes. Mais reste-t-il que c'est intéressant de voir que ce souci-là... Puis d'ailleurs, les poèmes scaldiques, c'est extrêmement complexe. Ça change. C'est souvent en dodécasyllabe, en décasyllabe, le rythme. Mais attends un petit peu. Moi, je suis pas sûr d'avoir compris le concept de scaldique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le scald? En fait, le scald, c'est le poète. C'est le terme utilisé pour le poète. Okay. Et le scald a pour métier de faire les poèmes historiques ou des sagas pour la cour. C'est entièrement ça. Donc, un poème c'est comme un poète certifié, là, dans le fond. Là. Exactement. C'est un métier. C'est un emploi. T'es scald, ça veut dire que t'es poète pour la cour. Puis, y a-t-il une formation? Tu vas-tu à l'école pour? Est-ce que, dans le fond, c'est que ton papa était scald puis il a survécu? C'est une excellente question. On n'en a aucune idée. En tout cas, du moins de ma connaissance, moi, personnelle, on ne sait pas. Probablement, quand tu étais fils de fermier, tu étais souvent fermier, etc. Ouais. Mais peut-être que dans le monde scaldique, ça bougeait plus. J'ignore comment il n'y avait pas d'école. Du moins, on n'en connaît pas. On n'a pas de preuves archéologiques ou historiques qu'il y en avait. Mais ce qu'on sait, c'est que c'était relativement prestigieux. Oh, c'est très prestigieux. D'ailleurs, dans le code d'honneur viking, être versé en poésie, c'est extrêmement important. Là. Ah oui? Oui. Là, justement, Michel Ayaire, pour ceux qui habitent proche de Montréal ou qui y vont, dans le musée Pointe-à-Calière, Michel Ayaire a fait une excellente exposition sur la place de la femme chez les Vikings et elle expliquait justement dans le code d'honneur viking, ça peut sembler bizarre, incongru, mais être versé en poésie, c'est extrêmement important parce que le père des dieux scandinaves, Odin, brise énormément la poésie. D'ailleurs, il devient le saint patron des poètes. Donc, être poète, c'est pas comme aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, ça peut sembler, c'est quelqu'un qui rêve. Non, à l'époque, c'est extrêmement important. Chaque cour doit en avoir une, qui se respecte du moins. Chacune doit en avoir une, parce que c'est comme ça qu'on préserve l'histoire. On a une écriture, on écrit en runes, mais c'est très difficile de graver des runes sur la pierre, c'est compliqué pour rien, donc on évite d'écrire le moins possible. On va écrire des pierres commémoratives, mais l'histoire doit être préservée à travers la langue orale, donc à travers les poèmes scalds. Est-ce qu'il y a un rapport entre la pérennité de la guerre chez les Scandinaves, donc, autrement dit, parfois chez les Vikings, parce qu'on sait que le Viking est un nom qu'on donne à un ensemble d'activités plutôt qu'à un peuple. J'ai appris ça de ton podcast. Est-ce qu'il y a un rapport entre la pérennité de la guerre et l'incertitude, et puis la nécessité de la tradition orale, la nécessité du souvenir, par exemple, la nécessité de relater les hauts faits? Parce que je ne vois pas quelque chose d'aussi important ailleurs en Europe où il y a des bardes, mais de la façon dont tu m'en parles, le barde que tu as à la cour du roi X chez les Francs, les Mérovingiens, les Carolingiens ne semble pas avoir le même prestige qu'il a chez les Vikings. Effectivement, puis tu as entièrement raison. En fait, pour vous donner une idée, un bon jarl dans le monde viking, c'est pas un jarl nécessairement qui est très bon. En fait, non. Il doit être bon au combat, c'est indéniable, mais dans un monde où la guerre est très fréquente, où c'est très instable, c'est plein de petits jarls qui s'entretapent. Le Danemark, Norvège ne sont pas unis. Qui s'entretapent. Ils s'entretapent entre eux autres. C'est dans bon, ça. Oui, non, mais c'est entièrement ça. C'est littéralement, c'est constamment des guerres. Pensez-y, le printemps arrive, on part en raid. Et là, les familles sont abandonnées en arrière. Fait que, bon, les hommes, mettons, ils partent, je sais pas, en Angleterre. Ce serait parfait de passer à Trollberg. Les mondes sont partis. Il y a une stratégie derrière ça. Et il y a un point, c'est que pour être un bon jarl, il faut être un bon négociant. Il faut être capable de négocier la paix parce que c'est trop intense. Et justement, dans une religion qui a un immense culte aux ancêtres,
Se souvenir du passé est extrêmement important. Dans une situation, justement, que la guerre a dû alimenter, les pertes humaines et grandes parties de l'histoire doivent être remémorées. Hein. On se souvient de ceux qui partent soit au Valhall ou à Folvangir, qui sont les deux... Je suis pas sûr que la plupart des gens qui nous écoutent savent c'est quoi ces deux mots-là. Moi, je connais pas ces deux mots-là. C'est-tu des endroits genre en dehors de l'existence mortelle? En fait, oui. En fait, vous le connaissez sûrement sur le nom de Valhalla. Oui. Valhalla, c'est en francisé. En norrois, c'est Valhall. Mais il y a plus qu'une place où aller. C'est un peu compliqué. Je pense que ça va être une grosse tangente, mais pour vous dire, on peut aller dans le Hall d'Odin, le Hall de Freya, le Hall de Thor. Dépendamment de comment tu meurs, ça semble déterminer où tu vas. Donc, il y a plusieurs possibilités, mais ceux qui mourraient prestigieusement à la guerre, donc allaient soit au Valhall, qui était la place à Odin, ou Folvangir avec Freya, qui était une autre place extrêmement importante. Et bon, ben voilà, il fallait s'en souvenir. Donc, les sagas, justement, les poèmes skaldiques servaient à ce moyen. Moi, là, juste à cause de la sonorité du mot, Valfangir, je veux aller là. Full gear solide. Ouais, mais t'as pas le choix. Full metal jacket, peu importe c'est quoi, j'y vais, là. Je veux là. Il y a le mot full dedans, ça peut pas être vide, ça peut pas être plate. Ah non, puis en plus, c'est Freya qui choisit les premiers défunts. Odin a tout simplement ce qui reste. Ah, Odin, il y a les restants? Ouais, c'est Odin qui a les restants. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Pourquoi il s'est fait bannir? Bannir de Asgardur? Ouais. Non, mais c'est parce qu'il a appris à Freya. En fait, il y a plusieurs raisons. C'est un taquin, hein? Ouais, c'est un taquin. Il joue des tours. Il joue des tours dans le monde scandinave. Malheureusement, dans le fond, on n'a pas beaucoup de sources, c'est sûr, mais ce qu'on sait, c'est que Odin a appris la magie qu'on appelle la Ergi. Et la Ergi, c'est une magie féminine. Et ça, les hommes peuvent pas se permettre d'avoir l'air féminin dans un monde aussi guerrier. Et Odin, on n'a rien à foutre, parce que Odin, lui, il veut la connaissance. Et Freya, c'est la plus grande magicienne de Ergi. Odin, il va dire, apprends-moi. Freya, c'est très bien que c'est très déshonorable, mais Freya, OK, je vais te l'apprendre. C'est des dieux, hein? Ils font ce qu'ils veulent. Exactement. Sauf que tu es en train de me dire que Odin est allé chercher la connaissance, puis la meilleure connaissance qu'il avait, c'était la connaissance d'une femme. Oui, les femmes possèdent la connaissance. C'est le possède de la magie, la Ergi. C'est un peu compliqué. C'est comme si c'est une magie associée au sexe. Donc, c'est comme juste les femmes qui peuvent en obtenir. Les hommes peuvent s'y intéresser. Mais il y avait une crainte. Justement, Michel Ayer le rappelait encore dans sa conférence. Il y a une crainte que les hommes qui s'intéressent trop à Freya deviennent comme des nymphomanes. Ils deviennent extrêmement autonomes. Freya, c'est une femme extrêmement autonome. C'est une nymphomane, elle est décrite comme ça. Et les hommes, ils devenaient imbibés de la force de Freya. Ouais. Freya, c'est une déesse extrêmement un peu associée non seulement à l'amour, à la liberté sexuelle, mais aussi à la furie, en quelque sorte, faire être extrêmement énergique. Maîtresse des Valkyries, hein, donc c'est absolument impressionnant. Et bon, les hommes qui atteignaient ça étaient mal vus, étaient considérés comme dangereux parce qu'il y avait cette magie. Une énergie qui n'était pas censée être disponible aux hommes. Donc, Odin aurait finalement fait une transgression. Il aurait transgressé un tabou énorme. Oui, exactement. Écoute, je vais être, par contre, très honnête, il y a plusieurs raisons qui mènent à son expulsion. Il n'a pas juste fait ça. Ben oui, parce qu'on l'a vu, là. C'est un gros taquin. Oh oui, Odin est faubre et sournois. Il prend des risques aussi, là. Oh mon Dieu, oui, Odin ne fait que prendre des risques. Et tu sais qu'est-ce qui est ironique? C'est que Odin prend tous ces risques-là parce qu'il a vu dans une autre fontaine d'hydromel, la fontaine de Mimir. Ben, est-ce que ce serait pas logique et juste de dire que dans le fond, il prend ces risques-là parce qu'il est sous tout le temps? C'est un idiot? Je sais pas, hein. Peut-être qu'Odin, en réalité, est peut-être sous tout le temps, hein, parce que c'est effectivement, en plus, au Valhalla, hein, Odin, c'est marqué, on en avait jasé, il ne boit que de l'hydromel, hein. Ouais, il y a une espèce de poème épique que tu connais probablement par cœur qui dit que Odin ne buvait que du vin. Exactement. Il n'y a pas d'eau, là. Non, il n'y a pas d'eau. Clairement, c'est un personnage de l'excès. Oui, et pourtant, dans ses récits, quand il nous parle dans le Havamol, où il s'adresse à nous, Odin dit justement que l'excès, c'est mal, parce qu'il le regrette. Ah, oui, c'est facile à dire, tu sais, quand tu bois ton vin puis que tu dis ça à quelqu'un qui boit aussi ou pas. Oui, exactement. En fait, qui est Odin pour nous dire de nous contenir? Mais c'est exactement ça, en fait. Odin regrette parce que quand il va boire dans la fameuse fontaine de Mimir, il va le voir son destin. Il va voir qu'il va mourir dans la gueule de Fenrir. Et là, à partir de ce moment-là, il va avoir un objectif en tête, c'est arrêter le Ragnarok, qui est la fin des temps chez les Vikings. Donc, il ne vivra plus une seule journée, constamment réveillé par l'anxiété. Dans le fond, c'est un peu comme le karma. Oui, exactement. Dans la gueule du loup. Parce que Fenrir, c'est un loup, hein? C'est un gros loup méchant, là. Oh oui, un loup. Il est gros. Oh, gros? Gros. Fenrir est décrit, à la fin, quand il grandit, que son museau touche les cieux et que sa gorge gratte le sol. Mon Dieu. C'est un gros pitou. C'est un gros pitou. Oh, mais c'est plus gros qu'un pitbull, là.
Je te dirais que oui, je suis assez positif. Faudrait faire des lois là-dessus. Ouais, je pense qu'on n'aura pas le choix. Pour encadrer ça. Ouais, on aura Fenrir doit être contenu. Mais tu as dit quelque chose un petit peu plus tôt qui m'a vraiment activé, puis depuis ce temps-là, j'arrête pas d'y penser, donc il faut que je te le demande. Quelle est la place que tient l'honneur dans le monde des Vikings, de nos amis scandinaves? On a parlé des espèces de compétitions poétiques où est-ce que des fois des hommes s'affrontent poétiquement, si on veut. Oui, absolument. Puis là, on a parlé aussi du fait que c'est des petites places lointaines. Il n'y a pas vraiment de justice à moins que tu la fasses par toi-même, comme un peu partout au Moyen Âge, comme un peu partout sur la planète, jusqu'à très récemment en réalité, si on prend un gros recul. Fait que grosso modo, la vie est difficile, le monde se tapoche pas mal. Et puis, dans des sociétés comme ça, traditionnellement, en général, historiquement, l'honneur est vraiment important. Puis le monde, ils ont des codes d'honneur assez importants. Fait que moi, je me demande, y a-t-il souvent des provocations en duel entre deux personnes? Puis si oui, ça se passe comment? Ah ben certains, en fait. Première chose, les Scandinaves sont des vrais bébites à loi. En fait, la majorité sont très législatifs. Ça semble impressionnant, mais dans un monde, comme tu l'as si éloquemment mentionné, aussi instable, on veut une loi, on veut une justice. Et les Vikings sont tous sur un code d'honneur extrêmement strict. Rien du barbarisme qu'on associe à des hordes d'envahisseurs là, qui s'en vont massacrer tout le monde. Non. Ils font ça aussi, là, mais il n'y a pas juste ça. Il n'y a pas juste ça, en fait. Ouais. Souvent, les lois étaient même... là, c'est sûr, c'est le Jarl qui tranche, mais des fois, il y avait des... Qui tranche? Ouais, Quel... Oups, qu'est-ce que j'ai de faire? mot? Oui, effectivement, qui tranche parfois de façon littérale, des fois de façon plus directe. Mais justement, on invitait le village. Là, c'était quelque chose qui était délibéré en gang parce qu'on voulait qu'il y ait une justice. On veut que les gens croient à cette justice-là. Peux-tu me donner des exemples? Ben, typiquement, d'une loi qui a été votée, non, parce qu'on n'a pas de récit direct, mais on sait qu'il y avait justement cette espèce d'agglomération. Parce que les gens doivent y croire qu'on rassemble les gens de la Alting. Alting, en anglais, c'est all thing, ça vient du même mot, on parle de toutes choses. Et pour répondre à la question que tu me l'as lancée sur les duels à mort, oui, il y en avait, mais c'est pas aussi intense que vous vous imaginez peut-être dans les films hollywoodiens. En fait, les duels à mort étaient relativement rares. Parce que justement, on veut voir la justice, c'est très important. Dans un monde où il n'y en a pas, on veut la voir. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait des peaux d'animaux morts, on mettait les deux combattants sur les peaux, et c'était très simple. En fait, le premier dont la goutte de sang touche la peau, le combat est terminé. Donc, si vous donnez un coup de poing sur le nez de votre adversaire et qu'il saigne et que ça touche la peau, le combat est fini, les dieux ont rendu leur jugement. Si tu l'empales avec une lance, t'as aussi rendu ton jugement. Donc oui, tu pouvais mourir de ce genre de combat-là, mais c'était pas à mort. Mais ça arrivait bien évidemment entre les lignes. C'était pas nécessairement un combat à mort. C'est pas Ça l'était accidentellement. Ça l'était accidentellement. Les dieux ont décidé que cette personne devait mourir. S'il devait juste saigner, il devait juste saigner. On veut voir la justice. Parce que le pire traitement accordé chez les Scandinaves, ce n'est pas la mort, c'est l'exil qui résume à mourir. Dans le monde norvégien, danois à l'époque, on te sac dans les montagnes, on te sac dans les plaines. T'es tout seul, tu vas mourir. Parce que les gens qui ont du succès à explorer, piller, envahir, vendre, ils sont pas tout seuls. Non, ils sont jamais tout seuls. Des petites bandes, en fait, les Knarr peuvent pas tenir bien plus que... Ce Knarr, en passant, c'est Drakkar, c'est le terme en norrois, je m'en excuse, mais les navires peuvent pas souvent contenir plus que 50, 70 individus, mais ils vont plusieurs navires ensemble. Et là, les raids vont s'intensifier au fil des siècles. Et là, ça va devenir des grandes flottes, beaucoup plus organisées, beaucoup plus nombreuses. Hein. Ça va être facile de piller l'Europe, donc ça va être très rentable. Et oui, ils vont toujours en gang, c'est jamais 2-3 personnes. Là. C'est une bonne bande d'individus, puis ils s'en prennent aux objectifs qu'ils sont capables de prendre facilement et rapidement, sans avoir à se battre souvent. Mais moi, je me demande, puis là, ça, c'est mon côté philosophique qui sort, pourquoi condamner à l'exil si on sait que c'est pareil que condamner à mort plutôt que condamner à mort? Parce que la justice est visible. On le voit partir, on voit le désespoir. La justice a été rendue, cette personne est bannie, la loi fonctionne. C'est comme une preuve que la société fonctionne. Exactement. Ce qui devrait être un petit peu rassurant parce que ça nous... comment je pose ça? Ça nous éloigne un peu de certaines idées préconçues qu'on a par rapport au monde des Vikings. Oui, absolument. Ouais. C'est en fait, la première chose que j'ai appris des Vikings, c'est que je connaissais rien. Quand j'ai commencé à m'intéresser à cette particularité-là, j'ai compris que j'avais rien compris. C'est complètement différent de ce qu'on s'imagine. C'est classique avec dès que tu commences à étudier quelque chose sérieusement, tu réalises les limites de tes connaissances. Oui. Oui. Mais ça, là, ça me rappelle à une autre question que j'avais dès le départ pour toi. Vas-y donc. Il faut qu'on en parle, c'est trop important parce que évidemment, on parle d'alcool, on parle d'histoire, on parle de l'histoire de l'alcool, mais on parle aussi du rôle de l'alcool dans la mythologie parce que tu sais, c'est tellement central dans l'expérience humaine. Pas que ce soit une mauvaise ou une bonne chose, c'est juste, c'est présent, ça fait partie de l'expérience humaine. Puis souvent,
ça ramène les gens ensemble. Puis ça, c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement par rapport aux Vikings, les fameux mead halls, les halls d'hydromel. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est juste une appellation contrôlée de l'histoire? Moi, ce que je connais des mead halls, donc les fameux halls d'hydromel, c'est que, ben, grosso modo, le Jarl, le gars qui est en charge, faut bien qu'il distribue de l'alcool à son monde pour prouver que c'est lui qui est en charge. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses autour de ça? Écoute, pour être bien honnête, sur les Midal, je m'y connais moins. Mais par Mhm. contre, c'est très intéressant ce que tu amènes. Ça va me permettre de continuer, je pense, sur ton idée. C'est dans le point où tu dis que l'IAL doit montrer qu'il est capable qu'il gouverne, qu'il donne Mhm. des cadeaux, qu'il donne de l'hydromel. Il n'y a rien qui me surprend là-dedans parce que d'ailleurs, la capacité du système politique des Jarls, c'est de donner des cadeaux, de Mhm. nourrir les alliances. D'ailleurs, Odin en parle encore dans la Havamol. Si tu veux des amis, va les voir souvent. Donne dans les cadeaux. Cadeaux, Mhm. c'est de l'or, c'est de l'argent, ça peut être de l'alcool. Hein. Juste un petit rappel, en France, lors des raids, à un moment donné, l'alcool disparaît en France. Dans certaines villes, c'est complètement introuvable parce que les Vikings prennent 3 choses: l'or, l'argent et le vin. Parce qu'ils prenaient tout. Ils prennent tout. Ouais, les Vikings, d'ailleurs, ils peuvent pas faire de vin parce que la vigne ne pousse pas. Hein, Ouais. passer une certaine latitude. C'est-tu latitude le mot? Passer une certaine hauteur, là, il n'y a pas de vigne. C'est le monde de la bière. Les Vikings, comme tout le monde, préfèrent en général le vin. Le vin est réputé à l'époque comme étant un petit peu plus goûteux, si on veut. Le vin a toujours été associé un peu à l'élite. Oui, Puis ça absolument. vaut plus cher aussi. Ça se préserve un petit peu plus longtemps parce qu'il y a plus d'alcool dedans aussi. Oui, absolument, absolument. Puis c'est un bon point. En fait, je connais moins ce côté-là des vignes, mais j'ai pas de misère à croire que dans mon Scandinave, ça doit être un petit peu plus dur. Ouais. Ça Mais- pousse moins dans la neige. Ça pousse moins dans la neige, puis c'est pour ça qu'il était très effrayant. En fait, ils en voulaient de ce Ouais. vin, fait que ça disparaissait quand ils passaient, ils prenaient tout. Mais ça ressemble à quoi concrètement, là, l'habitat d'un Jarl? Moi, je connais Oh. juste ça à travers Skyrim. Puis je sais que c'est pas une bonne référence historique. C'est un jeu vidéo Non. qui est fait pour tapocher des dragons. Oui, effectivement. Et je vais être vraiment honnête avec toi. L'archéologie, de ce que je sais, sachez-le, du Main, ce que je sais, ça ressemble énormément. Je veux pas dire une maison longue, mais c'est une maison extrêmement longue. C'est un hall. Hein. Pas une maison longue, c'est une maison extrêmement longue. Exactement. C'est une grande maison avec, dans le fond, des renforcements sur les côtés, mais c'est spacieux. Hein. Faut que ça ait du prestige. C'est complètement en bois. Les pierres sont surtout utilisées pour les fortifications militaires, mais tant Ok. qu'à être, c'est pour ça qu'on n'en a pas aujourd'hui. C'est parce que ça a tout fini par tomber. Ben, c'est du bois. Fait que ce qu'on Je veux a. dire, il n'y a pas de. Il y a rien qui a survécu parce que c'est du bois puis ça survit pas vraiment autant. On a quelques-unes qui ont survécu dans des tourbières. On a quelques morceaux, on est capable de les reconstruire maintenant. Il y a certaines qui étaient faites en pierre également un peu. Donc, tu sais, je dis que c'était pas en pierre la majorité du temps, mais vous allez trouver une exception quelque part parce que c'est pas uni comme mentalité. Vive la tourbe, man, c'est un excellent préservatif. La majorité du stock qu'on sait sur même l'alimentation des Vikings Mhm. vient des tourbières tout le temps. Fait que c'est énormément. C'est quoi, je vais lever mon verre aux tourbières. Ah ben, levons nos verres Pour tous aux les tourbières. archéologues à travers nous, là. À travers nous, avec nous. Avec nous, oui. C'est ça. Mhm. Donc, les tourbières nous ont appris des choses intéressantes par rapport aux maisons extrêmement longues. Pas longues, mais extrêmement Extrêmement longues. long, oui. Mhm. C'est la meilleure façon de les décrire, c'est extrêmement spacieux, pardonnez-moi. Ouais, Il faut que ça soit glorieux, puis on s'imagine qu'il y avait des gravures aussi dans le bois. Hein. C'était des très bons charpentiers, hein. Il y avait un culte là-dessus. Probablement que les idoles étaient faites en bois aussi, donc ça devait être assez impressionnant à voir. Moi, je paierais cher pour en voir. Il y a des reconstitutions, il y en a peut-être qui tiennent encore debout, dont j'ignore, hein. Je le rappelle, je connais pas tout, mais j'aimerais n'importe quoi pour en voir une, aller prendre une bière là-dedans, t'imagines-tu, Pierre? Ben, il aurait fallu probablement que c'était de la bière avec du miel dedans. Du peu que je sais par rapport à ces mead halls, c'est que dans ce temps-là, puis là, il y a très, très, très longtemps, le miel, on ajoutait ça dans plein d'alcool pour améliorer le goût, puis aussi pour aider à le garder. Puis, tu sais, c'était très possible qu'en réalité, les Vikings avaient leur hydromel. C'est quand même long à faire de l'hydromel, ça fermente lentement. Mhm. Puis il y avait de la bière, puis qui mélangeait un peu des deux. Puis qu'il y avait peut-être aussi des recettes un petit peu plus spéciales dans lesquelles, dans ton hydromel, là, tu as mis 2, 3 petites plantes, un petit peu narcotiques, puis un peu hallucinogènes, qui effectivement s'en vont titiller ta créativité, puis tes sens, puis te rendent potentiellement fou, puis sont peut-être même toxiques. Parce qu'il y a des millénaires, dans les îles britanniques, on a trouvé là, dans les îles britanniques, c'est un peu gros. C'est plus au nord, les îles Orkney. Mhm. On a trouvé des vestiges de boissons maltées
dans lequel il y avait quelque chose comme de la ciguë. La ciguë, c'est la plante qui a tué Socrate. Oui, oui. Fait que c'est à peu près la même famille. C'est pas sûr que c'est exactement la même plante, mais c'est à peu près la même famille. On sait que c'est narcotique. Puis, il y avait aussi de la morelle noire. La morelle noire, là, faut faire attention avec ça parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment dangereux. Ça prend des quantités infimes pour te tuer instantanément. Fait que c'est dangereux. Puis, on sait aussi que il y a plein de récits, dont celui que tu m'as parlé, qui est vraiment l'hydromel de l'inspiration. Ben, pas très loin de la Scandinavie, en Angleterre, sur le territoire actuel de l'Angleterre, tu avais les Pictes qui, eux, faisaient une boisson à base de miel. Ils prenaient la ruche au complet, ils mettaient ça dans le chaudron, puis ils mettaient de la bruyère aussi. La bruyère, c'est un buisson qui se fait facilement infester par une espèce de parasite. Le parasite lui-même c'est genre un champignon. OK, d'accord, Il est hallucinogène. Il y a des propriétés hallucinogènes. Fait que tu mets ça dans ton chaudron avec ton miel. Tu as un méchant cocktail d'éléments qui vont changer ta cognition puis qui vont potentiellement soit te donner un gigantesque mal de tête le lendemain ou te faire rêver du hall des dieux. Ça doit être une soirée. Ou te rendre fou. Oui, là, c'est ça. La soirée doit être assez endiablée. Hein? Oui. Mais moi, je pense vraiment que les Scandinaves, comme bien des gens à d'autres époques, mélangeaient assez souvent, je dirais pas quotidiennement, là, leur alcool avec des plantes qui avaient juste des effets soit incontrôlables, soit vraiment différents de ce qu'on penserait aujourd'hui. Oh, absolument. Écoute, en fait, on a de la consommation maintenant. On pense, on n'est pas certain, chez les fameux berserkers, hein, les berserkirs qui consommaient peut-être des hallucinogènes avant d'aller au combat. Est-ce que c'est accompagné d'alcool? Aucune difficulté. Ils vouaient leur vie à Odin. Donc, la meilleure façon d'honorer Odin, c'est de prendre une bonne gorgée d'hydromel. Et justement, on a trouvé des hallucinogènes, donc on pense que c'était utilisé, peut-être pas tout le temps. Ah ouais, sais-tu lesquels? J'en ai aucune idée, malheureusement. Le nom en latin du champignon m'échappe, malheureusement, je ne connais pas par cœur. La psilocybine, peut-être? Ça me vite comme ça, je me souviens pas du nom. Ça va mériter un retour dans un prochain épisode, dans une petite explication là, à la fin du podcast. Ça va me faire énormément plaisir. Mais tu peux nous parler des berserkers? C'est qui? C'est-tu comme des troupes d'élite? C'est-tu comme... C'est un excellent point que tu amènes, Pierre, puis je suis content parce que c'est un peu étrange. Les berserkers, vous devez comprendre, c'est des guerriers extrêmement craints, toujours portrayés comme les méchants dans les sagas, qui semblent être des mercenaires, même pas des mercenaires, c'est des gens qui s'isolent et qui vouent leur vie à Odin. Et les berserkers, qu'on appelle les berserkirs, ils rentrent dans une furie guerrière qu'on appelle le berserkangir. Et ça, c'est qu'ils revêtissent des peaux d'animaux, souvent loups ou ours. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent, on estime, des hallucinogènes et ils deviennent dans une furie guerrière tellement dangereuse qu'ils sont décrits comme étant aussi dangereux pour l'ennemi que leurs alliés. En fait, c'est pas compliqué. 12e siècle, en Islande, c'est banni d'être berserker. T'as pas le droit, selon la loi, parce que t'es trop dangereux. Et non seulement, ce qui est super intéressant dans ce code de loi islandais-là, c'est que ça dit que être berserker, c'est illégal, c'est une banne majeure, c'est très grave, mais les gens qui sont à côté puis qui font rien pour te retenir, c'est encore pire. Fait que dans le fond, si tu fais rien pour te retenir, t'es comme un complice? Exactement. Puis c'est pas juste si tu fais rien, c'est si tu ne réussis pas. Si tu échoues à contenir le berserker, c'est peine majeure pour... Tout le monde est responsable de s'assurer que le berserker ne va pas tuer tout le monde. Exactement, ben c'est ça qui arrivait. Puis là, il y a des études qui sont faites, puis là, c'est sûr qu'on y va un petit peu, on tâtonne du bâton, on essaye, mais souvent, c'est associé, en fait, imaginez, là, vous êtes sur un champ de bataille, vous êtes vraiment sur l'effet des champignons, peu importe la sorte. Vous voyez des hallucinations devant vous, tout le monde crie, il y a du bruit partout, vous devez virer complètement fou. Et justement, ces gens-là ne pouvaient même pas reconnaître leurs amis. S'il est vrai que les berserkers, puis là je dis si parce que évidemment l'archéologie ne suffit pas pour l'instant, il y a toujours un peu une bonne dose de spéculation quand on s'intéresse à ce sujet-là, parce que tu sais, les plantes ne laissent pas des superbes traces de leur existence. Mais s'il est vrai que les berserkers consommaient effectivement des hallucinogènes, ben tu voulais pas te fier à ces gens-là. Là. Non. Parce qu'ils devaient être incontrôlables. Je veux dire, ça devait être l'équivalent de consommer de la coke avant de te lancer dans un... C'est pas génial. Là. Non, pas du tout. Ça devait être aussi très dangereux. Je pense pas qu'il y avait vraiment beaucoup de contrôle sur ce qu'ils mettaient dans leur peu importe liquide qu'ils ingéraient. Là. Ça devait vraiment être un pari avec l'existence. Ah, mais c'est l'objectif. Hein? Quand on veut aller rejoindre Odin, on veut aller où? Au Valhalla. Et comme on va au Valhalla, en mourant au combat. Donc, tu te prends une bonne gorgée de soit d'hydromel ou juste de champignons, tu sais pas.
et tu te lances dans la mêlée avec ta hache, puis t'en amènes le plus que t'es capable avec toi. Ça, c'est le côté qu'on sait plus. Il y a la consommation des hallucinogènes qui est plus spéculative, Ouais, mais on a une idée des motivations des berserkers qui sont à aller rejoindre Odin. Vraiment c'est des fanatiques d'Odin, est-ce qu'on peut dire ça? On pourrait décrire ça comme des fanatiques. Ils vouent leur vie à ça. Vous voyez ça quasiment comme un moine qui part en monastère, mais qui s'en va pas prier. Il s'en va piller, il part. Il y a l'idée de reclus. On veut s'éloigner de la société, puis on veut vouer sa vie à un dieu. Mais là, à partir de là, la ressemblance au moine, elle arrête complètement. Après ça, c'est une vie, justement, on s'attaque aux passants. Il n'y a pas de mauvaises personnes. On s'attaque aux premiers venus. Ils sont toujours portrayés comme les méchants, d'ailleurs, dans les sagas. Là. C'est pas quelqu'un qu'on regarde. Puis en fait, ils sont toujours dans les armées parce que tu veux ces guerriers mythiques, ces guerriers bénis par Odin. Tu veux Odin sur un champ de bataille. Mais justement, il y a le revers du fouet qu'ils peuvent se retourner contre toi. Fait que t'es veux, mais c'est incontrôlable, puis c'est les ennemis. Ouais. Mais quand t'es dans tes troupes, tu veux qu'ils soient capables de faire un peu de dommages. Fait que c'est très ambivalent, là, finalement. Oui, c'est très ambivalent. Puis, mettons un des grands exemples, vous connaissez peut-être sûrement, la bataille de 1066, je pense, la bataille de Hastings. Il décrit à la fois dans les sources scandinaves et dans les sources anglo-saxonnes qu'un berserker avait tenu sur un pont. Il y avait un pont entre les deux armées. Et le berserker aurait tenu tout seul et aurait tué environ une quarantaine de personnes en retenant, je pense que je ne sais plus s'il était 5000, 7000. De toute façon, les chiffres en histoire, c'est assez volatile. Mais il aurait retenu l'armée pendant presque une heure, à un tel point qu'il aurait fallu l'abattre à l'arbalète et même de passer avec une chaloupe en dessous du pont puis de le piquer avec des lances. Et c'est de la description du berserker inarrêtable, complètement fou. Il y a aussi cette idée-là, il y avait j'ai malheureusement pas eu la main sur l'ouvrage, mais il y a un militaire qui a fait une recherche concernant peut-être genre le concept de PTSD. Peut-être que c'était alimenté avec des traumatismes de guerre amplifiés par la consommation d'hallucinogènes. Toujours peut-être, toujours des peut-être, mais ça donne vraiment un élément dangereux. C'est efficace, mais c'était loin, mettons. Donc, c'est pour ça que on a arrêté de l'utiliser à un moment donné, parce que c'est pas fiable. Ouais, fait que peut-être, à la lumière de ce que tu me dis, peut-être que le mot fanatique est vraiment pas le bon mot. Peut-être qu'il s'agit juste de guerriers vétérans qui se battent comme s'il n'y avait absolument aucune perspective de retour chez eux. Oui. Même peut-être en souhaitant une fin plutôt épique, peut-être dramatique, au pire douloureuse, mais finale et décisive. Absolument. Absolument. C'est l'objectif ultimement. Donc, pour faire le tour de cette petite conversation, on a vu comment l'alcool est au cœur de la société scandinave. L'hydromel d'inspiration est inscrit profondément dans la culture de l'honneur poétique qui remplace le combat pour donner lieu à une espèce de semblant de loi, alors que la vie est complexe, difficile, puis où est-ce qu'il n'y a pas vraiment de loi, parce qu'on n'en écrit pas, parce que c'est trop compliqué, parce que, dans le fond, écrire dans de la pierre, c'est complexe, c'est laborieux. Puis on a vu aussi comment les berserkers sont une catégorie de guerriers qui sont un peu ambivalents, qui représentent un peu tout leur monde, puis en même temps toutes leurs contradictions. On les veut, puis on les veut pas. Sont incontrôlables, sont respectés, sont honnis, puis sont bénis. Fait que, dans le fond, tous ces paradoxes-là nous rappellent à quel point les Vikings, c'est pas juste un peuple homogène, c'est pas, en fait, c'est pas vraiment un peuple non plus, c'est plus une pratique. Puis, le monde est peuplé de récits complexes qui reflètent finalement la complexité de la vie humaine. Absolument, absolument. Mon Dieu, c'est très bien résumé, mon cher Pierre. C'est en plein ça. C'est dans en fait, on lit l'histoire puis on voit la complexité qu'on voit aujourd'hui dans le monde. Il n'y a pas grand-chose qui a malheureusement changé. C'est très, très bien résumé. Toi, t'étais bien résumé. Écoute. Merci énormément. Intéressez-vous aux Vikings en passant, ça vaut la peine. Les Vikings, c'est un de tes dada, si je comprends bien. Oui, je me spécialise là-dedans, donc c'est sûr, c'est mon dada. Et je vous encourage, lisez sur le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est important. Mais tu sais que c'est le moment idéal pour parler de ton podcast. Je m'en allais, j'attendais le bon moment, tu me donnes le cue, donc je me lance. Je te mets ça sur un plateau d'argent. Oh mon Dieu, quel magnifique. Sur une table polie d'argent. Sur un magnifique studio en passant, j'en reviens toujours pas. Je me lance. Ad Medievum Aeternum, c'est moi qui gère ça. C'est un podcast spécialisé sur le Moyen-Âge. Je me spécialise sur la place de la femme à la guerre au Moyen-Âge, sur l'histoire générale. Je fais de l'archéologie, de l'histoire de l'art, de la théologie. Donc, si vous êtes comme moi et vous savez pertinemment, et comme Pierre, que le Moyen-Âge est absolument fascinant et qu'on n'en parle pas assez,
Bien, Pastourelle et Pastoureau, je vous invite à passer un tour. Et ceux qui m'écoutent de mon podcast, j'espère que vous avez aimé Pierre et je vous encourage fortement. Pierre, c'est extrêmement intéressant. Je ne peux que te remercier de m'accueillir ici avec la bonne bière. Et j'ajouterais, si jamais on avait le malheur de rayer le Moyen-Âge des livres d'école, Gabriel arrêterait d'exister. Donc, il faut vraiment, faut vraiment qu'on continue à écouter le Moyen-Âge, à s'y intéresser. Bien évidemment, c'est un plaisir de t'avoir, puis tu vas revenir. Et puis, petit rappel, la bière qui nous a été fournie aujourd'hui nous vient du dépanneur Rapido. On les remercie. Vous irez voir, ils ont une très bonne sélection ici à Gatineau. Et cet épisode vous est présenté par Hop Bombe Apparel. Si vous trouvez que la bière artisanale, c'est de la bombe, puis que vous voulez des vêtements qui s'y assortissent et reflètent votre intérêt pour la fiction de nos époques, les grands classiques, mais assaisonnés au houblon, allez les voir. Allez voir qu'est-ce qu'ils ont. Allez voir quels beaux classiques ils peuvent ressusciter à travers le langage des hops. Et moi, je vous dis à bientôt. Cheers! Cheers, mon ami.